Au Cameroun, Paul Biya flou sur ses intentions de briguer un nouveau mandat. On va également parler du Burkina Faso et des excuses de l'ancien président Blaise Compaoré à la famille Sankara. Et puis France-Russie, chassé croisé diplomatique sur le continent. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa au barreau du Togo. Maître, bonjour, vous allez bien? Très très bien, merci Michel Tapie. On va analyser la situation au Cameroun et surtout cette attitude, si on peut le dire floue, de l'actuel président Paul Barthélémy Biya. Il est resté flou sur ses intentions de briguer un nouveau mandat maître. Il a presque donné un cours d'arithmétique et à la fin, il dit à la fin de ce mandat en cours, vous verrez si je veux continuer ou carrément si je retourne dans mon village. Maître Éric Emmanuel Sousa. Pourquoi retournerait-il au village? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait depuis longtemps? Parce que bon, je pense pas que la vie au village se découvre à l'âge de 89 ans, ou il aura 93 ans Ouais, à la fin du mandat. ouais. Donc c'est à 93 ans qu'on découvre son village et les douceurs de la vie au village? Non, pas du tout. Je pense que c'est à peine voilé, mais bon, ça se voit gros comme le nez au milieu d'une figure. Ce monsieur se veut un destin de président à vie. Il a son destin de président à vie. Donc il va mourir au pouvoir très certainement, mais bon, il ne faut pas qu'on fatigue encore. Donc s'il finit à 93 ans, il va postuler pour peut-être finir à 100 ans, maître. Bah, écoutez, tant que les conditions constitutionnelles et juridiques lui permettent de le faire, pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? C'est-à-dire que, en fait, c'est une opération dans laquelle on ne connaît pas de satiété. Vous voyez, il n'est pas encore rassasié de pouvoir. Donc, bah, écoutez, même malade, exilé sanitaire en En Suisse, Suisse, périodiquement. bon, pas périodiquement, quasi permanemment. C'est-à-dire, il vient au Cameroun en visite de travail, en fait. Bon, donc, quand il daigne de temps en temps aller à Etoudi, c'est pour regarder le parapheur et découvrir les nouveaux collaborateurs qui sont là depuis longtemps, mais qu'il ne connaît plus. Voilà. Donc, non, il n'y a aucune raison d'aller s'imaginer que Paul Biya lâcherait le pouvoir à 93 ans parce que maintenant il est fatigué du pouvoir. Maître, Non, il dans ce paraît contexte, que... qui dirige le pays Pardon? Qui dirige le pays? Un appareil d'État à la tête duquel se trouve Paul Biya. Voilà, c'est tout. Il est le grand commandant en chef et c'est lui qui donne le là dans tous les cas. Au Cameroun, il ne faut pas se tromper dessus. Hein. Tous les gens qui ont voulu jouer à ce petit jeu et qui se sont laissés prendre l'ont payé chèrement. Non, vieux lion, mais il mord encore assez et il a la dent dure. Donc non, écoutez, il a décidé d'avoir un destin de président à vie et de mourir au pouvoir. Écoutez, que la Providence délivre les Camerounais, mais pour l'instant, Fouet-Boigny disait le pouvoir, ça use ceux qui le subissent. Donc c'est à peu près ce que vivent les Camerounais. Alors, maître, est-ce que vous pensez que le président Paul Biya et le président Emmanuel Macron ont eu sérieusement à discuter de cela? De quel droit Emmanuel Macron aurait à discuter de la longévité au pouvoir de Paul Biya avec Paul Biya? De quel droit? Si j'étais Paul Biya, je ne permettrais à personne, en tout cas pas à un président futile d'une puissance, bon, certes moyenne, ex-puissance coloniale, certes, mais qui a l'âge de mes enfants ou de mes petits-enfants, venir me faire la leçon sur combien de temps je vais passer au pouvoir. Ça fait partie des choses sur lesquelles je pense que les Africains doivent tout à fait lucidement savoir se faire respecter. Mais là où le bas blesse, c'est que le respect, quand vous le réclamez, c'est que vous ne l'avez plus. Or, quand vous êtes dans des postures qui ne forcent pas le respect, à un moment donné, comme on dit chez nous, quand vous êtes vieux et que vous mangez dans la même assiette que les enfants, ils vous mettent la sauce sur le dos de la main. Voilà ce qui se passe. Donc, bon, ben voilà. Quand Macron naissait, il était déjà président. Voyez-vous? Ou presque, allez, ou presque. Mais il était dans les allées du pouvoir, quoi, de toute façon. Il était déjà en toute puissance au Cameroun. Et il y est toujours.
Macron est devenu président, ben, il s'étonne, il dit, mais écoute papy, franchement, au Cameroun, je connais plein de Camerounais. Et c'est vrai, en plus, si Macron dit, je connais plein de Camerounais talentueux, il ne ment pas, parce qu'il en connaît beaucoup. Ouais. Eh ben, pourquoi vous ne leur donnez pas leur chance? Ben, bon, il peut le dire comme ça pour faire une blague, une rigolade, hein, en aparté de leur discussion. Mais venir au Cameroun pour discuter de la durée du mandat ou de la longévité d'un président camerounais au Cameroun, ça serait, à mon avis, un crime de lèse-président à vie. Au même moment, Maître Éric Emmanuel Sousa, on a vu les organisations non gouvernementales, on a vu la société civile également mobilisée et qui ont demandé au président Emmanuel Macron de faire pression sur le président Paul Barthélémy Biya en ce qui concerne la répression des militaires sur cette minorité anglophone. Ce que vous dites, on comprend, mais au même moment, on voit que ce sont les Africains qui demandent au président français de faire pression sur leur président. Bon, alors c'est là-dessus, justement, que je suis souvent en opposition avec les miens. Je ne comprends pas pourquoi on semble... vous savez, on dit chez moi, le bon sens ordinaire, hein, si vous n'aimez pas l'osier, vous détestez la natte. D'accord ? Si vous êtes allergique au roseau, il faut détester la natte. Mais apparemment, non. Les Africains, à chaque fois, ils pleurent sur les méfaits de la France-Afrique. Ils en ont plein la bouche de ce que la France représente comme un danger, une puissance impérialiste, néocolonialiste qu'il faut arrêter dans ses velléités de recolonisation. Et puis finalement, à la première petite chose, on va demander au président français d'aller dire à un président africain pourquoi il a mis en prison des opposants. Vous voyez, paradoxe total. On voit la même chose au Bénin. La société civile béninoise, elle est plutôt forte en gueule. Elle est représentée par des gens qui, la plupart du temps, sont très équilibrés. Mais quand il s'agit de... dès qu'on voit un président français, on a l'impression que les vieux réflexes reviennent. On va demander à papa de venir régler les problèmes à la maison. Non, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut une souveraineté pleine et on veut définitivement, vous voyez, faire rupture avec le passé. Et à ce moment-là, quand un président français vient, on parle des problèmes qui concernent les intérêts bilatéraux d'une coopération d'État à État. Et on laisse tomber tout ça. C'est-à-dire... bon, maintenant, le président Macron lui-même, il prête le flanc à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller choisir des jeunes Africains, les convoquer à Montpellier pour venir faire le show en disant, bon, ben maintenant, on va faire maintenant le sommet France-Afrique autrement. Et forcément, ça donne envie à des gens d'aller lui parler de ces choses-là qui ne le regardent pas, normalement, qui ne devraient pas le regarder. Si j'étais le président, comment ça s'appelle, Talon, je ne lui laisse même pas l'occasion de me poser une seule question sur ce que deviendront Rekia Madougou et Joël Aïvo. Hein. Ça, c'est absolument à proscrire dans les rapports d'État à État. Parce que je ne vais pas aller demander au président Macron comment il gère les gilets jaunes. Je ne lui pose aucune question, ce n'est pas mon problème. Donc, voilà. Si on prête le flanc à ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui me scandalise, c'est en même temps la classe, l'intelligentsia africaine, qui se veut très exigeante et vigilante, qui se commet dans ce genre d'attitude que je trouve complètement paradoxale. Alors, au Cameroun, on a entendu l'opposant, le député Cabral Libi, qui, lui, demande une transition. Il demande au président Paul Barthélémy Biya de passer le pouvoir, de quitter le pouvoir justement et d'organiser une transition. Est-ce que vous pensez que c'est possible, Maître Éric Emmanuel Sousa? Mais s'il y avait une bonne volonté et un peu de sens de l'intérêt du Cameroun, on pouvait le faire. Mais apparemment, non, cette volonté politique n'existe pas. Je veux dire, le pouvoir actuel, il travaille à se survivre. Donc la transition, elle va avoir... beaucoup de mal à se réaliser avec des gens qui ont rongé leurs freins depuis si longtemps pour pouvoir accéder au pouvoir un jour, après Biya. Mais pourquoi voulez-vous qu'il capitule aussi facilement? Non, le Cabral Libi est très jeune,
Et on peut comprendre. Moi, je comprends tout à fait. Je suis sensible à ces arguments, d'ailleurs. Au contraire, je les partage. Mais il y a des vieux dinosaures, des vieux caïmans qui sont dans le marigot depuis tellement longtemps qui ne le laisseront, enfin, qui ne l'entendent pas de cette oreille et qui ne laisseront pas faire. C'est tout. C'est ça le problème, plus que Paul Biya lui-même, d'ailleurs. Est-ce que la Parce que si succession... on voulait bien, Paul Biya n'aurait pas duré autant. Hein. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a des gens que ça arrange que Biya soit au pouvoir pour eux-mêmes avoir quelques portions du pouvoir. Est-ce que selon vous, la succession de Paul Biya ne sera pas aussi facile? On sait que les longs règnes entraînent beaucoup de remous finalement. Oui, sa succession ne serait pas facile. Écoutez, la succession de Houphouët-Boigny nous a donné... On a vu tout ce que Oui, cela a donné. nous a donné cette image lamentable qui a entraîné dans son sillage tellement de morts. On en a même frisé une guerre civile. Pas frisé, il y a eu une guerre civile en Côte d'Ivoire. Faut appeler les choses par leur nom. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est un peu ça le problème. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Le bon sens, à ce niveau-là, il fait rarement recette. On va également parler de ce pays que vous aimez tant, Maître Éric Emmanuel Sosa, le Burkina Faso. Enfin, les excuses de l'ancien président Blaise Compaoré à la famille Sankara. On a vu sans doute la note, surtout on a vu la démarche du président Ouattara qui a envoyé son ministre, l'ancien ministre de l'intégration qui est aujourd'hui son conseiller Ali Koulibaly qui a présenté la note de l'ancien président Blaise Compaoré donc au président de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba plutôt. Finalement, Maître Éric Emmanuel Sosa, Blaise Compaoré présente ses excuses à la famille de son frère et ami, ce sont ses thèmes, Thomas Isidore Noël Sankara. C'est un non-événement et je crois que nous avons ici encore atteint un degré supplémentaire dans l'impudence de ce monsieur. Des excuses, elles sont tardives et elles sont anachroniques. Je m'explique. Il y a eu un procès récemment. C'était l'occasion d'aller dire la vérité que le peuple et la famille Sankara attendent. Il a loupé cette occasion. Et puis il est venu à Ouaga il y a 2 semaines. Il pouvait se saisir de cette occasion, prendre un micro et dire du fond du cœur ce qu'il pense au peuple burkinabé, qu'il aurait entendu et qui aurait accepté ou pas. Mais là, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, le respect que j'ai pour les militaires, c'est que c'est d'abord des gens qui exercent un métier noble, qui acceptent de donner leur vie pour sauver d'autres vies. Et leur trait marquant principal, c'est l'honneur. Mais je n'ai pas l'impression auprès de ce monsieur de voir beaucoup d'honneur ou de gestes d'honneur. Je m'explique. D'abord, il fuit. Il va se réfugier en Côte d'Ivoire, dont il a tôt fait de prendre la nationalité pour se protéger, parce que bon, la Côte d'Ivoire n'extradant pas ses concitoyens, il a pris cette parade comme protection principale. Il est protégé en tant qu'Ivoirien. Et quand il est venu la dernière fois, est-ce vraiment en tant que citoyen burkinabé ou en tant que citoyen ivoirien? J'aurais aimé voir le passeport et les documents de... comment on appelle Blaise ça Compaoré. Non, des services de l'immigration. Sur le manifeste, il est annoncé comme ex-président du Faso, de nationalité burkinabé, ou il est venu avec son passeport ivoirien. Vous voyez, c'est à ces petits gestes-là qu'on voit la petitesse de la chose. Et finalement, oui, il s'excuse très petitement, du bout des lèvres, et en plus, vous voyez, par les lèvres de quelqu'un d'autre, qui se trouve être en plus un ministre ivoirien qu'on envoie. Comme par hasard, c'est des lettres qu'il envoie et fait lire à quelqu'un, un communiqué, au peuple burkinabé. Franchement, je crois que, pour moi, le Vous aurez voulu l'entendre. Mais de sa bouche, ça aurait eu une autre saveur. Et de sa bouche, ça aurait eu une meilleure gravité. Alors que là, c'est un communiqué, quoi. Bon, Blaise Compaoré s'excuse pour ce qu'il a pu faire à des gens. Et surtout, il demande pardon à la famille de son frère, Thomas Isidore Noël Sankara. Mais franchement, vous voyez, non, ça me défrise. Et ça me met le cœur en cendres de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, même
pas capable d'aller déposer une gerbe correctement sur la tombe de Thomas Sankara. Voyez, s'il allait uriner dessus, ce serait à peu près pareil. C'est pour ça que je dis c'est un non-événement. Apparemment, la famille Sankara n'a pas semblé goûter la chose, ils n'ont pas apprécié du tout comment ça s'est passé, donc il aurait dû carrément s'abstenir. Ou, sincèrement, venir. Parce que vous savez, quand on dit réconciliation, celui qui nous a donné l'exemple, c'est un certain Nelson Mandela, qui, le premier, a mis en place une commission appelée Commission Justice, Vérité et Réconciliation. Non, c'est vérité-justice d'abord. Donc on a mis la vérité avant la justice. Il faut d'abord que nous connaissions la vérité pour décider quelle justice on applique. Et ensuite surviendra la réconciliation. Là, non. On a décrété la réconciliation après que justice soit passée, mais en faisant complètement litière de la vérité. On ne sait pas. C'est-à-dire, on aurait aimé savoir de la bouche de M. Compaoré. Oui, voilà pourquoi. Voilà quel était le différend que j'avais avec Sankara. Et voilà pourquoi j'ai préféré. Il l'a dit une fois. C'était lui ou c'était moi? Voilà pourquoi j'ai décidé que ce ne sera pas moi, mais ce sera lui. Je pense que on aurait pu comprendre ça. Ça serait intelligible pour la conscience nationale burkinabé. Mais non. Alors, maître, à travers ces excuses, est-ce qu'on peut comprendre que c'est Blaise Compaoré qui avait tué son frère? Écoute, vous demandez pardon en règle générale pour quelque chose que vous avez fait, n'est-ce pas? Si je vous piétine, je vous demande pardon. Mais si je ne vous ai pas piétiné, je ne vois pas de raison de vous demander pardon. Si je vous ai bousculé, je demande que vous m'excusiez, n'est-ce pas? Mais si je ne l'ai pas fait, je ne vois pas de quoi vous m'excuseriez. Alors, forcément, oui. C'est pour ça que je dis, en fait, il n'a même pas le courage de passer aux aveux véritablement, même de loin. Il pourrait, allez, en 8 ans d'exil, il pourrait se commettre à écrire ses mémoires. Et on aurait été instruit de savoir que, bon, dans un chapitre de ses mémoires, il parle de cette journée sanglante du 15 octobre 1987. Et ce qui a précédé, ce qui a occasionné cette violence meurtrière. On aurait pu. Bon, enfin, peut-être que je suis trop pressé de lire les mémoires de M. Compaoré, mais très sincèrement, je ne vois pas trop sur son règne ce qu'il y a de si intéressant à lire. Ça sera une autobiographie sur sa vie qui est sans doute très intéressante, mais honnêtement, historiquement, c'est un nain. Alors, maître Éric Emmanuel Sosa, vous êtes un homme de droit. Vous pensez que ces excuses vont effacer carrément les crimes commis? J'espère que non. Parce que, mais attendez, des excuses reçues comme ça vont effacer quoi? Le crime a été commis, une condamnation a été prononcée. À la limite, il pourrait faire un recours pour demander que le procès soit rouvert et qu'il vienne parler. S'il était venu, attendez, je vous jure, hein, s'il était venu pendant le procès pour dire « je viens m'expliquer », je suis sûr qu'il y aurait encore des gens au Burkina Faso pour dire « pardon », il manifesterait pour qu'on le laisse venir s'expliquer, qu'on n'y touche pas. Je vous jure, et ça aurait pu se produire. Et non, il a la trouille, parce que sa conscience ne le supporte même pas. Sa propre conscience ne le supporte pas. Il ne peut pas venir. C'est ça, c'est toujours le faux fuyant, quoi. C'est pour ça que je trouve ça minable. Et ces excuses, pour moi, c'est un non-événement. Elles n'ont pas existé. Voilà. Vous aviez parlé du récent périple du président, de l'ancien président Blaise Compaoré dans son pays, le Burkina Faso. Il y a également ces excuses portées par le ministre Ali Koulibaly. Est-ce que selon vous, quelque chose se cache derrière toutes ces démarches? Écoutez, bon, si le colonel Damiba a envie de faire grâce à Compaoré, ça en prend le chemin. Hein. Donc on prépare les esprits pour que le jour où il le prononcera, il n'y ait pas de surprise, parce que bon, après tout, il s'est excusé. Bon, allez, il a demandé pardon au peuple burkinabé. Bon, ça va, on peut passer la main, quoi. On peut gommer ça. Je crois que c'est ça ce qui se passe, parce que la mise en scène, elle est un peu trop grossière pour passer aussi facilement.
Vous voyez, non, on a appris à devenir vigilant quand même. On sait voir venir ces choses-là. Attendez, non mais attends. Ouattara lui envoie Compaoré dans un avion lyophilisé pour qu'on n'y touche pas. Ça s'est passé. Toute honte bu, il est reparti. Maintenant, Ouattara lui envoie son ministre pour venir lire le communiqué. Voilà. Est-ce que c'est lui qui a écrit ce texte? On est sûr qu'il l'a écrit, vraiment? Je sais pas. Donc J'en doute encore. vous pensez que c'est peut-être le président Ouattara Qu'il l'aurait écrit, non. Ouais. Mais qui lui aurait conseillé d'aller... Ouais. Et même de faciliter sa lecture en envoyant un ministre. Non mais attendez, vous vous rendez compte dans quoi on est là? Non mais on se fout de la gueule du monde. Et là, comment vous voyez la démarche de la Côte d'Ivoire? Non, pas de la Côte d'Ivoire. Là, c'est la démarche de M. Ouattara, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays. Qui dirige la Côte d'Ivoire. Oui, non, mais attendez, oui, d'accord. Non, non, mais je ne veux pas qu'à chaque fois qu'un chef d'État se commet dans des bassesses, on accuse le pays, hein, parce que ça, c'est une bassesse. Politiquement, c'est une bassesse. C'est une bassesse faite à un peuple ami. C'est une bassesse. Et quand il demande au Burkina Faso de saisir l'occasion pour pouvoir se réconcilier, comment vous voyez ces déclarations? C'est à lui de demander aux Burkinabés comment se réconcilier. Il n'a qu'à se réconcilier avec les Ivoiriens. Bon, il rencontre maintenant assez régulièrement Gbagbo et Konan Bédié. Mais il peut faire venir Soro. Il peut donner l'accolade à Blé Goudé, tout ça. Là, ce serait, vous voyez, des images de vrai panache de réconciliation. Il n'est pas capable de le faire. Il va donner la leçon à son voisin? Non, franchement. Non, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose là-dedans qui ressemble à... J'ai dit de l'impudence, c'est de l'impudence. Donc, selon vous, ces excuses n'auront pas d'impact? Écoutez, faites faire sondage dans les rues de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso, vous verrez. Non. Je crois que ça n'a pas fait mouche, quoi. Voilà. Allez, on va terminer par ce chassé-croisé diplomatique sur le continent, chassé-croisé de la France et de la Russie, maître Éric Emmanuel Sosa, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie de la Russie, était au Congo-Brazzaville et était également à Addis Abeba en Éthiopie. Le président Emmanuel Macron, on sait il était à Yaoundé, il est actuellement à Cotonou, il va aller après à Bissau, en Guinée. Bissau, comment expliquer tout cela? Hasard du calendrier ou coïncidence, mais je ne vois pas en quoi le fait que le président français fasse des incursions en Afrique et qu'en même temps le ministre des Affaires étrangères russe rende quelques visites, fasse penser qu'il y a de la concurrence diplomatique. Non. Non, moi, personnellement, je ne vois pas ça du tout comme ça. Vous voyez, non. Chacun voit midi à sa porte. La France a nécessairement avisé de ses intérêts en choisissant ces trois pays-là. Il y a 54 pays africains. Bon, pourquoi le Cameroun, Paul le Bénin, Biya, pourquoi le Bénin Patrice de Talon, et puis pourquoi Umaro Sissoko Embalo, la Guinée-Bissau. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce choix. Bon, on peut imaginer que, s'agissant du Bénin, l'agenda a été annoncé et on a quelque chose qui ressemble à un réchauffement des relations à la suite de quelques fâcheries qu'il y a eu quand même, mais disons sur fond de disputes à caractère culturel. D'accord. On a fait les restitutions, maintenant on vient assurer la continuation de l'élan restitutionnel. Ok, ça je peux le comprendre. Si le Cameroun est un pays important qui recèle en lui-même des intérêts nombreux que la France peut vouloir rechercher et protéger, je le conçois aussi. Chaque pays ayant ses intérêts, que le président camerounais trouve opportun de réchauffer ses relations avec la France, encore qu'ils n'ont pas été, enfin, ces relations n'ont pas été refroidies, que je sache, pourquoi pas? Mais que M. Lavrov rende visite à un pays comme le Congo, qui a été un pays communiste, au final,
Le parti de Sassou Nguesso s'appelle encore le Parti congolais du travail. Et ça n'a pas changé depuis. C'était un parti communiste. L'obédience et l'idéologie dominante étaient communistes. Il y a quelques parentés idéologiques qui continuent de produire des reliquats entre ces deux pays. Je le comprends. La Russie reçoit des étudiants congolais boursiers par centaines chaque année. Elle vient renouveler cette volonté. Je le conçois. Ça peut être un hasard Maintenant, du calendrier. Oui, que la Russie aille en À Éthiopie, oui. à Addis Abeba, souvenez-vous, Mengistu, le Négus rouge. Bon, il y a, dans la même veine, c'est les pays qui étaient traditionnellement amis de la Russie qu'il est allé visiter. Donc il n'y a pas de concurrence à proprement parler. Avec le Congo, la France a des relations difficiles parce qu'il y a les affaires des biens mal acquis qui courroucent le président Sassou Nguesso. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même que ces choses-là soient liquidées. Mais bon, ça n'empêche que de Yaoundé, il pouvait tout à fait faire un petit saut à Pointe-Noire. Hein. Il aurait été bien reçu, je suis sûr. Vous voyez, mais bon, voilà, c'est pour ça que sincèrement, je n'accorde pas un intérêt géopolitique aussi déterminant à cette coïncidence, à ce c'est même pas du télescopage. Il est parti dans des pays qui traditionnellement, Lavrov, dans des pays qui traditionnellement sont amis de la Russie, et la France est en train de voir son précaré s'effilocher. Hein. Bon, donc on ne pourra plus dire que la France vient rendre visite à son précaré, parce que la Guinée-Bissau fait exception. Oui. Mais bon, ça veut dire une nouvelle tonalité est donnée. On est en train de chercher, disons, une nouvelle forme de diplomatie en Afrique qui n'est pas nécessairement reliée ou enfin corrélée avec le passé colonial. Donc oui, je conçois ça aussi. Ça n'a rien de désagréable ni fâcheux. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Maître Éric Emmanuel Sosa. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal. Et derrière, nos invités sont déjà en place pour Regard Croisé.